Le chef de l'État a toujours mis un point d'honneur à la promotion de la jeunesse et particulièrement à la situation et à l'emploi des jeunes. Un ministère a été créé dans ce sens. Il est dirigé par Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Et d'ailleurs, un vaste projet est mis en œuvre et devrait permettre de créer 2 millions d'emplois d'ici à 2025. Quels sont les leviers sur lesquels le ministère compte s'appuyer pour réaliser cet ambitieux projet? On en parle ce soir dans le détail et ce tout au long de cette émission avec notre invité unique, Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, porte-parole adjoint du gouvernement. À retrouver également dans la télé d'ici ce soir, la loupe de Pierre, le kiff du jour de l'INSEE. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, Latif Ben sera en attraction encore une fois. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, la télé d'ici, bonsoir. Bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour Télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte d'essentiel. Ce soir, on va parler d'emploi jeunes. On a d'ailleurs beaucoup de jeunes qui répondent gentiment ce soir à l'invitation de la télé d'ici. Ils sont dans le public et seront forcément très attentionnés pour ce qui est donc des échanges qui auront lieu autour de cette table. On a beaucoup de plaisir d'être encore une fois en compagnie du ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Mamadou Touré, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci de nous avoir invités. Merci de répondre encore une fois à l'invitation de la télé d'ici. Ça va l'INSEE? Très bien, merci. Joliment vêtu? Merci. D'accord, ça va Pierre? Très bien, merci. Content de vous retrouver? Il est de retour. Moi aussi. Ouais. Pierre is back. on aurait tendance à dire. Alors, Mamadou Touré, juste pour... avant de parler de formation professionnelle des jeunes et d'emploi des jeunes, récemment, le 8 janvier dernier, une cérémonie donc, a lancé officiellement l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Quelle est l'ambition derrière ce projet? Écoutez, l'ambition, c'est vraiment aider au renforcement des capacités des jeunes dans notre pays, ceux qui veulent faire de la politique, ceux qui veulent s'engager dans la société civile, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la sous-région. L'idée, c'est que les dernières crises ont montré qu'il y avait une sorte de manipulation des jeunes quand ceux-là ne sont pas bien formés. Ensuite, nous avons choisi la personnalité d'Amadou Gon Coulibaly en termes d'association d'image parce qu'à l'occasion de son décès, il a fait l'unanimité autour de sa personne, autour d'un ensemble de valeurs qu'il incarnait, éthique, l'engagement, l'intégrité, le sens élevé de l'État. Et pour nous, la jeune génération politique ou non politique devait s'en inspirer. Donc cette école a une vocation sous-régionale et nous allons aider au renforcement des capacités des jeunes qui veulent s'engager. Alors, vous présidez, je pose cette question en dessin parce que vous êtes à l'initiative de ce projet, mais vous êtes aussi le président du conseil d'administration de cet institut. Comment ça va fonctionner concrètement ? Alors, nous avons un conseil d'administration, mais nous avons un directeur de l'Institut qui a été recruté après appel à candidature. Donc, c'est une administration qui va fonctionner. Nous avons des partenariats avec des structures importantes, l'International libéral, la Fondation Friedrich Naumann, qui est la deuxième plus grosse fondation en Allemagne, les leaders pour la paix du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Et toutes ces structures vont nous aider dans la mobilisation donc, de l'expertise pour les modules de formation qui seront donc arrêtés de commun accord et vont nous aider aussi dans la mobilisation des ressources pour la formation donc, de nos jeunes. En fait, la question aussi est de savoir qui est éligible à prendre part donc aux activités de cet institut. Tous les jeunes qui ont... Tous les jeunes du RHGP ou est-ce ouvert? Non, c'est une structure qui s'adresse à l'ensemble des jeunes de notre pays. D'accord. Donc tous les jeunes qui ont plus de 16 ans et qui veulent se forger une conviction, qui veulent apprendre à diriger des organisations, qui veulent faire de la politique ou qui veulent simplement être des acteurs de la société civile. Donc, les jeunes qui ont entre 16 et 35 ans.
L'ambition, elle est louable, et ça c'est mon point de vue personnel, d'autant qu'elle devrait permettre de comprendre aussi le jeu politique. Parce que dans les contrées reculées du pays, quand on regarde deux opposants politiques s'attaquer verbalement, on a l'impression qu'il y a le feu dans le pays, et tout de suite dans un village, on apprend que des communautés s'affrontent. Je présume que cet institut va permettre aussi de comprendre un peu comment fonctionne la politique en gros. Mais en gros, essayer même de réhabiliter la politique. La politique, c'est d'abord la bataille d'idées. On peut avoir des ancrages idéologiques. Normalement, la politique, c'est la confrontation des idées, des projets. Et pour cela, il faut savoir ce que c'est que la politique, il faut savoir ce que c'est que les idéologies existantes, le socialisme, le libéralisme, etc. Il faut soi-même avoir donc une capacité d'animation d'appareil politique, il faut savoir parler, il faut savoir donc mobiliser, mener une campagne électorale, il faut savoir convaincre donc ceux qui sont en face de vous. Et donc c'est une série, il faut comprendre les enjeux donc au niveau international, les grands sujets internationaux. On ne peut pas être un homme politique sans regarder ce qui se passe ailleurs, Absolument. en Chine, etc. Donc, ça sera vraiment l'Institut qui va permettre à ces jeunes Ivoiriens de le faire. Et d'ailleurs, nous avons souhaité aussi qu'au-delà des jeunes, il y ait une formation adaptée pour des cadres dirigeants. Parce qu'une chose est de travailler donc, sur les jeunes donc, qui sont à l'avenir, mais nous avons aussi des acteurs politiques qui sont en responsabilité et qui souvent sont ceux de qui découlent tous les problèmes. Absolument. Donc, il faut aussi offrir à ces cadres dirigeants la capacité donc, de renforcer leur capacité. Et peut-être un recyclage aussi de ceux qui font de la politique. Mais bien évidemment. Ou qui pensent pouvoir faire de la politique et qui ne font pas peut-être la politique. Mais en tout cas, ça s'adresse à tout le monde. Absolument. De 2011 à 2019, disait l'ancien Premier ministre, après vice-président Daniel Kablan-Duncan, il disait, je cite, 2 800 000 emplois, dont 222 000 en faveur des jeunes, ont été créés sur la période 2011-2019. Est-ce qu'on sait la proportion d'emplois jeunes sur ce volume-là? De façon très précise, sur les 2 800 000 emplois qui ont été créés, près d'1 800 000 ont été pour des jeunes. D'accord. Sur la période. Dans quel secteur? Mais dans tous les secteurs d'activité, essentiellement dans le secteur agricole. L'agriculture reste encore le premier secteur pourvoyeur d'emploi dans notre pays, mais vous avez eu un développement je dirais, très rapide du secteur des services. Donc, beaucoup de jeunes dans ce secteur ont eu donc des opportunités donc, d'insertion. Vous avez le digital qui prend aujourd'hui donc, de l'importance. Et donc, ce secteur aussi a permis, donc, même s'il est lié aussi aux services et à d'autres secteurs d'activité, a permis de mobiliser beaucoup d'opportunités pour les jeunes de notre pays. Alors, une question naturelle qui découle de ce que vous dites. De 2011 à 2019, on a créé 2 800 emplois. Vous ambitionnez de créer de 2020 à 2025 2 millions d'emplois. C'est possible? Oui, c'est possible. Comment vous allez le faire? Mais d'abord, vous devez savoir que le président Ouattara, qui a été élu sur la base d'un programme qui ambitionne créer sur la décennie prochaine près de 8 millions d'emplois. Alors, nous, au niveau donc, de la jeunesse, dans cet objectif global pour les 10 prochaines années, l'idée, c'est que sur les 5 prochaines années, nous puissions mobiliser 2 millions d'opportunités donc, pour les jeunes. C'est possible parce qu'en 2011 et aujourd'hui, vous avez un pays qui a retrouvé ses fondamentaux, un secteur privé qui est de plus en plus dynamique, avec des opportunités offertes donc, par ce secteur privé. Vous avez aujourd'hui, dans le secteur donc, de l'agriculture, avec l'orientation économique que nous voulons prendre, l'industrialisation de certains produits, notamment la transformation du cacao, du café, de l'anacarde, avec des usines qui sont en train d'être créées, avec des opportunités qui vont se faire. Vous avez aussi la formation professionnelle dans notre pays qui est en train d'être réformée. Donc, à la base, nous avons de plus en plus de jeunes qui seront bien formés en adéquation avec donc, les besoins du secteur productif. On va y arriver. Je repose encore ma question. De 2011 à 2019, la Côte d'Ivoire a enregistré un taux de croissance record de l'ordre de 8% par an. Oui. Avec la Covid, on annonce 2% pour 2021. On était à 2 800 000 emplois créés pendant que la Côte d'Ivoire connaissait en griffe l'âge d'or. Là, c'est un peu compliqué, ou du moins, on amorce assez difficilement ce quinquennat. 2 millions, ce n'est pas trop ambitieux? Alors, je vais juste rectifier. Les 2% de croissance, on parle plutôt de 2020. Mais tous les partenaires au développement s'accordent à dire que la Côte d'Ivoire devait retrouver rapidement 7% de croissance en 2021. Nous avons eu un choc en 2020.
Et d'ailleurs, ça se ressent dans nos objectifs. Tout à l'heure, on va en parler, puisque pour 2020, nous n'avons pas pu atteindre tous les objectifs en termes de création d'emplois, dont on va en parler. Mais la relance va se faire à partir de 2020. D'accord. Donc vous êtes hautement ambitieux. Je suis hautement optimiste. Bon, très bien. Lindsay ? Vers qui les jeunes diplômés peuvent se tourner pour rechercher du travail en Côte d'Ivoire ? Mais les jeunes diplômés ont plusieurs leviers. Ils peuvent s'adresser directement à des entreprises. Et de plus en plus, des entreprises publient les offres donc de recrutement. Mais vous avez l'agence Emploi Jeunes qui, aujourd'hui, centralise le maximum d'offres. Et d'ailleurs, toutes les semaines, nous publions donc, sur la page de l'agence Emploi Jeunes toutes les offres qui ont été mobilisées auprès donc, des entreprises privées. Et j'y suis allée justement sur ce site donc de l'agence Emploi Jeunes et j'ai comptabilisé 11 annonces. Mais pour toute la population, c'est peut-être peu si tout le monde se met à postuler, si tous les jeunes de Côte d'Ivoire se mettent à postuler. Alors, ça dépend de la période. Donc, vous avez souvent 11 annonces, je vous dis, c'est toutes les semaines. Donc, ce sont des annonces qui sont actualisées. Il y a des moments où nous montons à plus d'une cinquantaine d'annonces dans la semaine, souvent nous sommes à 11, ainsi de suite. Donc, mais à côté de l'agence Emploi Jeunes, vous avez énormément de cabinets privés, je ne vais pas citer tous les noms pour ne pas faire de la publicité, qui participent aussi donc, à la mobilisation des offres donc, pour ces jeunes. D'ailleurs, pour l'année 2020, je peux vous dire que c'est près de 78 000 emplois qui ont été offerts aux jeunes dans le secteur privé dans notre pays. Alors, on est en train de migrer vers une économie plutôt industrielle qu'agricole, donc une économie qui n'est pas à 100% adossée au secteur agricole. Le constat qu'on fait, c'est que l'essentiel des emplois créés sont plutôt dans le secteur agricole. Est-ce à dire que les jeunes ne sont pas suffisamment outillés pour accompagner cette ambition d'industrialisation ou qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut retenir? L'idée même, l'objectif du chef de l'État, c'est l'industrialisation dans le secteur agricole, justement. Et que nous ne restons pas dans une approche traditionnelle avec l'agriculture, avec tout ce que vous avez comme les anciens outils, etc., mais que nous ayons donc un secteur agricole qui lui-même soit industrialisé. Je vous ai parlé d'abord, nous avons tous les engins qui doivent servir donc à faire de l'agriculture, mais je vous ai parlé aussi donc de toutes ces usines qui vont permettre la transformation du cacao, du café, de l'anacarde. Si vous allez aujourd'hui sur l'axe Yamoussoukro ou même au-delà, vous verrez qu'il y a des usines qui sont en cours de construction. Mais pour ce faire, ce qu'il nous faut faire, nous, en tant qu'État, et en cohérence avec notre dispositif de formation, c'est d'anticiper sur tous ces métiers qui seront générés à partir donc, de l'industrialisation dans l'agriculture, en formant dès aujourd'hui donc, des jeunes dans ces métiers-là, pour leur permettre donc d'avoir un emploi sûr. Justement, qu'est-ce qui est prévu alors, du moins, quel est le chronogramme qui est établi en termes de formation pour que ces jeunes soient tout de suite prêts à l'emploi une fois on passe le pas de l'industrialisation effective? Non, déjà, depuis 2012, nous avons, au niveau donc, du gouvernement ivoirien, engagé sous le leadership du président un vaste programme de réforme de l'enseignement professionnel dans notre pays. Vous verrez que cette réforme a été accélérée en 2017-2018, ce qui a permis donc d'une remise en l'état de notre dispositif de formation professionnelle. Quand je prends le centre Mohamed VI, par exemple, pour être très concret, de Yopougon, où vous avez une première filière dans la chocolaterie dans notre pays. Nous sommes premiers producteurs de cacao. Nous n'avons pas de filière dans la chocolaterie. Aujourd'hui, des jeunes Ivoiriens peuvent apprendre un métier dans le domaine de la chocolaterie, sortir et travailler. Dans le BTP, dans l'hôtellerie, vous avez un pays qui est en chantier depuis bientôt 10 ans, beaucoup de bâtiments sur des terres. Est-ce que vous savez qu'il est souvent difficile de trouver des bons conducteurs d'engins pour les grands travaux qui se font? Et souvent, les entreprises sont obligées de recourir à l'expertise extérieure. Et donc, l'idée, c'est vraiment arriver donc, à être en cohérence avec les besoins donc, de notre secteur privé en mettant des offres de formation. Tout cela se fait certainement progressivement. C'est des réformes qui ont commencé en 2017, 2018, 2019, poursuivies aujourd'hui. Et nous pensons qu'à terme, la Côte d'Ivoire aura un dispositif important. Nous avons près de 25 établissements de formation professionnelle qui sont en cours de construction pour à peu près 400 milliards de francs CFA sur l'ensemble du territoire national. Quelle est la stratégie? On part sur une formation diplômante ou qualifiante? Les deux. Les deux. Dans quelle proportion pour chacune des formations? Alors, vous devez savoir que d'abord, notre pays, depuis longtemps, est resté dans une logique de formation diplômante. Et ça, cette tendance reste encore très forte. Les fameux papiers longueurs. Voilà.
Mais, et vous me donnez l'occasion donc d'en parler, les 2 pays en Europe qui ont un taux de chômage le plus bas, qui ont l'un des taux de chômage le plus bas. Il y a l'Allemagne, il y a la Suisse. Mais ce sont donc des pays... Formation qualifiante. Où il y a la formation qualifiante. 2 tiers des enfants en Suisse qui quittent le primaire vont dans un centre de formation professionnelle. Il nous faut arriver à inverser la tendance et faire en sorte que de plus en plus de nos jeunes soient orientés vers des centres de formation professionnelle et que ces jeunes-là soient opérationnels après 3 ans, 4 ans de formation dans un métier qu'ils puissent travailler, quitte à ce qu'il y ait des passerelles pour que ces jeunes, s'ils veulent faire des formations plus longues, que ces jeunes-là puissent donc, par ces passerelles, intégrer des circuits scolaires beaucoup plus longs. Absolument. Et c'est cette réforme-là qui est mise en œuvre depuis 2017 L'INSEE. dans notre pays. Moi, je voulais donc justement revenir sur quel est le véritable problème lié à l'insertion professionnelle des jeunes aujourd'hui ? C'est une question très vaste. Il y a plusieurs problèmes qu'on peut regarder. Il y avait le problème de la formation des jeunes. Parce que quand vous regardez sous l'angle des entreprises privées, les entreprises vous diront, écoutez, nous sommes en pleine évolution, mais nous avons souvent du mal à trouver des jeunes qualifiés pour faire le travail pour lequel nous avons donc un besoin de main-d'œuvre. Donc, problème de qualification. J'en ai parlé, ça c'est réglé par une bonne formation donc, des jeunes. Ensuite, vous avez aussi, pour l'État, la nécessité de continuer les réformes pour que notre secteur privé soit de plus en plus dynamique et que le secteur privé puisse s'accroître. Parce qu'aujourd'hui, le secteur privé, c'est autour de 800 000 emplois. Vous avez dans notre pays, pour les jeunes en âge de travailler, près de 10 à 11 millions de jeunes. Donc, beaucoup sont encore à l'école, etc. Mais quand vous prenez cette population potentielle de travailleurs et que vous avez un secteur privé qui ne crée que 800 000, vous comprenez que le secteur privé, à l'heure actuelle, ne peut pas absorber tout. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous disons que ces jeunes doivent aussi s'orienter vers l'entrepreneuriat, avoir donc cette culture à l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, c'est aussi une reconversion des mentalités. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Moi, il faut un accompagnement pour mais bien sûr, l'Agence Emploi Jeunes et d'autres structures se reforment aujourd'hui pour être à même d'accompagner les jeunes vers l'entrepreneuriat. Au niveau de l'école, c'est que la Miss Candia Camara a instauré à l'école primaire déjà des petits modules pour les jeunes qui veulent faire de l'entrepreneuriat. Mais je dis surtout, il faut une reconversion des mentalités. Le débat qu'il y a eu sur le concours administratif, où beaucoup de jeunes se sont plaints pour n'avoir pas eu tel concours, nous avons à peu près 30 000 postes de concours chaque année pour l'ensemble des concours dans notre pays. Vous avez 300 000 demandeurs, donc essentiellement des jeunes. Mais ce que nous leur disons, c'est que ce n'est pas la solution. La fonction publique, c'est un peu plus de 200 000 personnes. Pour un pays où nous avons 26 millions d'habitants, la fonction publique ne pourra jamais absorber l'ensemble des jeunes. Mais vous avez énormément de personnes qui ont décidé d'entreprendre, qui sont leurs propres patrons, qui embauchent d'autres personnes, d'autres jeunes. Mais il faut que notre jeunesse accepte donc aussi d'entreprendre. Et pour ce faire, nous allons les accompagner. Moi, je viens de remettre au mois de juillet près de 700... au nom du ministère de la promotion de la jeunesse du gouvernement, 762 millions de francs CFA à une trentaine de jeunes qui ont décidé d'entreprendre. Et dans quelques jours, nous venons de finir donc le deuxième comité de certification qui valide les projets. Dans quelques jours, c'est près d'1 milliard de francs CFA dans les prochains jours qui seront remis aussi à des jeunes pour des financements qui vont de 5 millions à 50 millions. Et ce sont des jeunes qui réussissent dans le domaine. Et comment ça se passe ? Il faut aller donc du coup sur l'agence Emploi Jeunes, il faut remplir un formulaire, il faut postuler. Comment ça se passe ? Alors nous avons aussi digitalisé. D'abord, vous avez une approche physique. Vous avez les agences régionales, donc on en a 14, mais nous avons pu, avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, donc les mairies, donc disposer donc de locaux qui nous a permis donc de décentraliser. Nous avons des assistants conseillers qui sont dans les 201 communes de notre pays. Donc tout jeune, dans n'importe quelle commune, peut aller au guichet emploi et accéder aux premières informations, aux premiers services. Maintenant, si vous avez un smartphone, vous avez un ordinateur, vous avez une connexion, mais de chez vous, vous allez sur le site de l'Agence Emploi Jeunes, vous avez toutes les informations nécessaires. Alors,
Rapidement, pour terminer, il y a aussi la jeunesse en milieu rural. Parce que vous avez beaucoup de jeunes qui sont dans les villes, mais vous avez aussi des jeunes qui sont dans le milieu rural. Et ça, c'est une préoccupation du chef de l'État. Comment faire en sorte que le maximum de jeunes en milieu rural puissent accéder donc, aux opportunités d'insertion. Nous sommes en train de développer une stratégie. Donc, le Premier ministre nous a demandé donc, de travailler sur une stratégie. Nous avons quasiment finalisé. Et l'idée aussi, c'est qu'après avoir couvert donc, les communes en liaison avec les autres démembrements de l'État, nous allons proposer au gouvernement une stratégie pour avoir un meilleur impact sur les jeunes en milieu rural, même s'il y a quelques actions qui sont déjà menées à ce niveau-là. Vous avez parlé tout à l'heure de changement de mentalité. À qui est-ce que vous vous adressez? Quel est le portrait robot, en gros, du jeune auquel vous souhaiteriez vous adresser? Pierre, vous avez une question par rapport à cela? Oui. La réponse déjà à cette question, quel est le portrait robot de l'Ivoirien, du jeune Ivoirien dynamique que le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes pourrait dresser aujourd'hui? Mais le portrait robot, c'est ce jeune qui d'abord a une confiance en lui-même et en son avenir et qui saisit toutes les opportunités qui s'offrent à lui. La première opportunité, ce sont les opportunités de formation et qui ne reste pas figé, qui peut s'adapter, et qui peut avoir donc un objectif initial, mais s'il y a des difficultés, qui peut faire d'autres formations complémentaires pour avoir d'autres expertises dans d'autres domaines, élargissant ainsi son champ d'opportunités. Et puis un jeune qui diplômé ou pas, mais ayant eu donc une formation, qui peut aussi décider donc d'entreprendre et qui n'est pas forcément focalisé sur l'entrée donc, à la fonction publique. Parce qu'on a une culture donc, de fonctionnariat dans notre pays. On pense que la solution, c'est être fonctionnaire, parce qu'il y a plus de garanties, parce qu'on a une retraite garantie. Mais ceux qui sont riches, en tout cas, ceux qui sont riches ne sont pas de la fonction publique. Dehors donc, de la fonction publique. Il y a aussi une sécurité de l'emploi, peut-être, avec la fonction publique. Oui, bien sûr, c'est ce qu'il disait. Pierre? Question posée à dessein, parce qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, vous êtes sous le feu de critiques. Ah bon? Notamment, je vous l'apprends pas. Depuis quelque temps. Notamment pour cette rencontre en 2018 avec un jeune Ivoirien, Dougou Tigui. On vous reproche notamment de fouler les valeurs de la méritocratie en ayant alloué une somme d'argent à ce produit, donc des réseaux sociaux, du buzz pour monter un projet. Un sentiment de quelques personnes, peut-être lésées, du fait qu'ils ne justifient de rien, peut-être en tant que personne pour un projet, pour se voir allouer une telle somme d'argent, d'autant plus que ces derniers temps, on en parle, parce que ce projet semble être tombé à l'eau. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous critiquent? Non, c'est un mauvais procès. En d'autres mots, est-ce qu'avoir de la mousse dans l'oreille, c'est suffisant pour bénéficier des grâces du ministre? Oui, mais ça, c'est parce qu'on est resté sur, excusez-moi, sur du superficiel. C'est pas ce qui m'a motivé. Moi, j'ai vu ce jeune comme tout le monde et j'ai écouté son histoire. Dougou Tigui est orphelin, donc de père, de mère. Dougou Tigui s'est retrouvé à Abidjan. Dougou Tigui travaillait dans la ferme de son père et de son oncle, pardon, avec un revenu de 30 000 francs CFA par mois. Et ce jeune a été l'objet de toutes sortes de curiosités. Après, lorsqu'il a fait son buzz, vous aviez tout le monde qui faisait des vidéos, qui voulait recevoir Dougou Tigui. Il y en a qui en faisaient un objet de publicité, etc. Et en tant que ministre de la Promotion de la Jeunesse, j'ai demandé à le rencontrer, lui et son oncle, et certains de ses amis. Et c'est à partir de là que j'ai compris que Dougou Tigui a fait cette vidéo pour exprimer sa joie de vivre. Voilà un jeune orphelin qui est à Songon, qui a 30 000 francs CFA par mois, qui ne suffira jamais pour subvenir à tous ses besoins, qui aurait pu être un bandit, braqueur, tout ce que vous voulez, mais qui travaille dans des conditions très difficiles et qui a arrivé à trouver donc la joie de vivre, etc. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il veut faire. Donc il m'a dit, monsieur le ministre, mon rêve, c'est d'avoir moi-même ma propre ferme. Mais en tant que ministre de la Promotion de la Jeunesse, mon rôle, c'est aussi aider la jeunesse ivoirienne à réaliser donc, son rêve. Et donc, nous avons mis en place tout un dispositif. D'abord, il fallait former Dougou Tigui. Il a passé 2 mois dans un centre de formation à Yamoussoukro, parce qu'on ne va pas l'installer pour l'installer. Donc, Dougou Tigui a été formé. Mieux, le jumeau de Dougou Tigui, qui devait travailler avec Dougou Tigui donc, dans ce projet, a été aussi formé. Première garantie pour nous de succès donc, de l'activité de Dougou Tigui. Nous lui avons prodigué beaucoup de conseils parce que nous étions convaincus que le buzz, c'est pour juste quelques temps. Après, il serait face à sa propre réalité. Ensuite, Dougou Tigui, dans le cadre du projet PAPAN, c'est un programme que nous avons
avec le ministère des Ressources halieutiques, après avoir nous-mêmes acheté donc, 1 hectare donc, vers Zagué pour Dougoutri, nous avons structuré un projet pour à peu près 24 millions de francs CFA, ce qui a permis à Dougoutri donc, d'avoir une ferme et d'avoir une habitation donc, sur la ferme. Et le PAPAN était en charge donc, du suivi donc, de l'activité de Dougoutri. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Après quelle utilisation qui en a été faite, on peut en débattre, mais je dis, il ne faut pas être méprisant pour tous ces jeunes Ivoiriens. Vous avez le sentiment que la population aujourd'hui est hypocrite sur la question du développement et de ceux qui doivent être mis en avant, qui doivent avoir une chance de tous succès. les jeunes Ivoiriens n'ont pas la possibilité de faire longues études, n'ont pas eu des parents qui leur ont financé leurs études. Vous avez des jeunes qui ont besoin d'une seconde chance de leur vie. Et nombreux sont ces jeunes-là qui n'ont pas la possibilité de faire Bac plus 5, qui ont arrêté l'école souvent au CE1, au CM2. Est-ce qu'il faut les condamner définitivement? Donc je suis contre le mépris qu'on peut avoir pour une catégorie de la jeunesse ivoirienne. Nous traitons tous les jeunes, quelles que soient les catégories sociales. On va y revenir dans quelques instants. On marque une pause. On se retrouve juste après l'écran publicitaire. Vivez la situation des jeunes de Côte d'Ivoire ce soir dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, en compagnie du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, qui répond gentiment encore une fois à l'invitation de la télé d'ici. On en était à Pierre, qui avait une autre question. L'autre volet que je voulais aborder, c'est celui de l'immigration, qui est une question brûlante. On a encore énormément de jeunes qui prennent la route des migrations. Et en 2019, selon l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce sont encore plus de 3400 Ivoiriens, souvent des jeunes, qui se retrouvent à faire des demandes d'asile. On est classé donc aux côtés des Afghans et des Guinéens. On est donc la 3e nationalité à demander le plus l'asile en France. Ce qui surprend les dirigeants de ces organisations, puisque la Côte d'Ivoire, comme on l'a rappelé, affiche une bonne croissance, notamment avec la création d'emplois. Et ce qu'on peut voir, notamment dans les reportages qui sont faits, c'est que ces jeunes-là, même quand ils n'ont rien en France ou ailleurs en Europe, ne veulent pas revenir. Ils préfèrent avoir cette vie-là de l'autre côté plutôt que de revenir. C'est tout sauf la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça vous choque, ce genre de propos? Est-ce que vous les comprenez? On a souvent eu l'impression d'être déconnecté, en fait, et de se dire ils sont candidats à l'immigration, on ne connaît pas vraiment les réalités, tout se passe bien. Est-ce que tout se passe réellement bien au final? Écoutez, moi je suis très intéressé par cette question parce que je suis député donc, de Daloa, qui est considérée comme la première ville de départ des immigrés. Et j'ai eu donc l'occasion d'échanger avec beaucoup de jeunes de Daloa, avec les parents, etc. En plus des rapports que j'ai pu lire, rapports écrits par l'OIM. Alors il faut relativiser. Déjà 3000 personnes qui traversent l'eau, c'est trop. L'idée pour nous, donc, c'est de créer le maximum d'opportunités ici pour qu'il y ait 0 jeune qui partent. Mais vous devez savoir qu'il est difficile d'atteindre donc, le chiffre des 0 jeunes qui partent. Donc, l'idée, c'est de faire le maximum. Et sur la question, le ministère de l'Intégration africaine a fait une mission en Italie pour aider les Italiens à identifier ces immigrants. Donc, il faut relativiser tout ce qui est donné comme chiffres liés aux nationalités, parce que nous sommes dans un système déclaratif. Quand un immigré vient, c'est lui qui déclare qu'il est ivoirien, c'est lui qui déclare qu'il est afghan. Ils n'ont aucun document par principe. Et cette mission a permis de montrer que plus du tiers de ceux qui s'étaient déclarés ivoiriens, après vérification, n'étaient pas en réalité des Ivoiriens. Moi-même qui vous parle, j'ai eu le statut de réfugié politique en Suisse. Et nous avons beaucoup d'Ouest-Africains qui, à l'époque, se déclaraient ivoiriens. Parce que ceux qui vont pour des raisons économiques, mais qui ne sont pas de vrais réfugiés, en réalité, regardent les zones de conflit, les zones d'instabilité, et essaient de se donner une nationalité. Donc ça, il faut le dire, parce que beaucoup de gens crient, mais comment se fait-il que la Côte d'Ivoire, avec un tel taux de croissance, à un tel niveau donc, de jeunes qui partent, etc. Donc lorsque vous avez enlevé ce stock de jeunes
qui prennent prétexte de la nationalité ivoirienne pour justifier donc leur immigration pour des questions économiques, on revient donc à la réalité. La réalité, c'est que oui, il y a des jeunes Ivoiriens qui s'en vont. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, les causes. Il y en a qui vont pour des questions économiques, qui estiment que leur pays ne leur offre pas suffisamment d'opportunités. Il y en a qui vont, même si la finalité, c'est pour des questions économiques, mais à partir donc de pression au niveau familial. Vous avez des familles qui se font de la concurrence. Tel a son enfant qui est parti, il faut absolument que mon enfant parte, etc. Vous avez des filières clandestines qui organisent tous ces départs. Il est faux de dire que ce sont les plus pauvres qui s'en vont. Vous prenez tous les rapports de l'OIM. Les grandes sommes qui sont amassées. Ce sont des grandes sommes, 3 millions, 3 millions, souvent voire même jusqu'à 6 millions de francs CFA qui sont dépensés. Alors que nous avons ici, dans le cadre du programme Agir pour les jeunes, j'ai encore ce jeune taximan à Yamoussoukro qui a eu seulement 1 million de francs CFA, qui a pu avoir son petit Woro et faire son taxi, et qui me dit, monsieur le ministre, je gagne 30 000 francs jour. Je ne crois pas que ceux qui vont avec des sommes beaucoup plus importantes auront le même niveau de revenus en France, etc. La dernière chose, c'est de dire qu'ils ne veulent pas revenir. Non. À Aubervilliers, où on a beaucoup de jeunes Ivoiriens. Ce sont les témoignages. Oui, mais vous avez beaucoup qui veulent revenir, Bien sûr. mais qui sont découragés par leur famille. Il y a une ici. autre information qui avait été aussi donnée par le chef de l'État. Les revenus en Côte d'Ivoire étant élevés, bien de ressortissants des pays de la sous-région se retrouvent donc en Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire partent. C'est une zone de transit. Voilà, donc ça devient une zone de transit. Et l'OIM disait même que le revenu moyen donc, des immigrés était de 200 000 francs CFA par mois. Je vous rappelle que le SMIC en Côte d'Ivoire 60 000. est de 60 000. Donc ce qu'il faut faire, c'est la sensibilisation, et surtout à l'endroit donc des jeunes. Moi, à Daloa, j'ai des jeunes qui travaillaient à ce qu'on appelle, dans ce qu'on appelle le black, etc. Il y a des jeunes qui sont débarrassés donc, de leurs effets de commerce et qui ont tout vendu pour partir. Il y a des parents qui vendent des cours, qui vendent donc des plantations pour faire partie de leurs enfants. Donc la raison économique n'est pas la seule raison qu'il faut regarder. D'ailleurs, justement, je voudrais qu'on revienne sur un point où on en a parlé, l'inclusion financière. Mais il y a aussi d'autres causes sociétales qui sont abordées par ces personnes. Il y a un témoignage dans un de ces reportages qui dit qu'un jeune est parti parce qu'il était menacé de mort pour avoir refusé une initiation, par exemple, au poro. On ne s'y attend pas, mais est-ce que ce sont des problématiques que vous adressez aussi vis-à-vis de la jeunesse, cette jeunesse qui part au final pour des raisons parfois religieuses, ça existe? Nous sommes ministère de la promotion donc de la jeunesse, nous avons une direction de la protection des jeunes. Lorsque nous sommes saisis de ce genre de questions, en liaison avec tous les autres ministères sectoriels ou avec donc des structures, nous agissons. Mais ce que je dis, c'est que la plupart donc, de ces arguments le sont de façon déclarative. Est-ce qu'en dehors de ce cas isolé, on a d'autres exemples de jeunes qui ont été forcés à faire le poro et pour lesquels ils ont été menacés? C'est le poro ici dans un exemple, mais ça peut être autre chose. Est-ce que c'est de façon générale? Est-ce que ce sont des questions? La réalité, c'est que beaucoup vont pour des raisons économiques, en pensant que l'Europe, c'est l'Eldorado. Et il y a la désillusion lorsque ces jeunes donc, arrivent. On a parfaitement compris. Lindsay? Concernant le recrutement de nos jeunes, pourquoi certaines entreprises ou certains secteurs vont favoriser un profil qui a fait plutôt ses études à l'étranger, plutôt que nos étudiants qui sont aussi performants et qui sont également en demande sur le territoire? Mais d'abord la formation, parce qu'une entreprise par vocation ne fait pas du social. L'entreprise, c'est le business et l'entreprise cherche les cadres les plus performants. L'entreprise ne cherche pas à savoir d'où vous venez, l'entreprise regarde votre formation et votre capacité à travailler. Donc, c'est souvent la formation eue par ces jeunes donc, à l'étranger qui leur donne donc, un peu plus de chance que ceux qui sont donc, au niveau national. Mais je peux vous dire que de plus en plus, nous avons des grandes écoles, des universités privées ou publiques qui ont amélioré leur niveau donc, de formation. Et on a de plus en plus donc, de jeunes qui sortent donc, de bonnes écoles en Côte d'Ivoire et qui arrivent à avoir des opportunités. Il faut continuer à se battre pour l'amélioration, la qualité de la formation et de l'enseignement dans notre pays. Alors, on a dit 2 millions d'emplois d'ici à 2025. À côté de cela, il y a aussi un autre projet, 1 million d'emplois pour les jeunes en Afrique. Ma première question, c'est de savoir pourquoi pas pour les jeunes en Côte d'Ivoire, pourquoi en Afrique? En Afrique, mais parce que la Côte d'Ivoire fait partie de l'Afrique, donc forcément, les jeunes Ivoiriens vont en bénéficier. Alors, c'est avec le programme, avec le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui a décidé donc de monter ce projet d'1 million d'emplois pour les jeunes. Et la Côte d'Ivoire s'en sort avec 200 000 emplois. Dans le secteur du numérique. Oui. C'est bien cela?
Non, on va utiliser le numérique, mais c'est dans tous les secteurs d'activité, mais avec le numérique comme fer de lance. Et c'est quand même pour 116 milliards de francs CFA mobilisés. Et il y a 5 pays donc, qui bénéficient de ce programme. Nous avons la Tanzanie, l'Ouganda, nous avons l'Afrique du Sud, nous avons le Nigeria et la Côte d'Ivoire. On parle de 600 milliards d'investissements? Ou c'est moi qui percute mal? Oui, parce que si vous faites pour la Côte d'Ivoire seulement 116 milliards de francs CFA et que vous multipliez 116 milliards par 5 pays, on se retrouve effectivement à près de 600 000 milliards. Financé par qui? Par la Côte d'Ivoire, conjointement avec les partenaires multilatéraux, bilatéraux ou par le PAM exclusivement? Le PAM. Le PAM. D'accord. Quel est le chronogramme? Est-ce qu'on a une idée du rétro-planning? Comment ça va se dérouler concrètement? Alors, on a déjà commencé avec une phase pilote. Donc, au moment où je vous parle, il y a 300 jeunes qui ont été recrutés donc pour la phase pilote dans le district d'Abidjan et au niveau du Poro, qui ont déjà commencé. Ces jeunes auront une formation de 2 mois avec à la clé leur insertion. Donc ça, c'est la phase pilote. Et après cette phase pilote, nous passons donc à la phase donc, de la généralisation. Et la mise en œuvre de ce programme va se faire sur 36 mois, sur 3 ans. Quand on dit insertion, ça me paraît quelque peu générique comme façon de parler. Concrètement, c'est quoi? Ils vont aller à la fonction publique, ils seront insérés dans des entreprises, ou est-ce qu'on parle plutôt d'entrepreneuriat carrément? Non, il faut oublier la fonction publique. Ça, il faut oublier la fonction publique. C'est aussi un moyen d'insertion, mais la plupart des programmes développés avec les partenaires au développement ne s'adressent pas donc à la fonction publique. C'est des jeunes qui seront installés, soit à leur propre compte, parce qu'ils ont décidé donc d'entreprendre. Parce qu'ils sont porteurs d'un projet, ou comment ça va se passer? À la différence d'Agir pour les jeunes, par exemple. Dans ce cas précis, concrètement. Alors moi, je suis un jeune d'Annie Bilécrou, je vous écoute en ce moment. J'ai besoin de savoir, ça m'intéresse, j'ai entendu qu'on va donner du travail. Alors comment ça va marcher concrètement? Mais d'abord, ces jeunes seront présélectionnés. Nous allons identifier donc, les secteurs d'activité dans lesquels ces jeunes seront donc, insérés. Ces jeunes vont subir une formation avec mise à leur disposition l'outil digital. Ils seront même formés sur le digital, qui doit être une plus-value pour eux donc, dans le cadre donc, de leur projet. Et ces jeunes-là, qu'ils soient en milieu rural ou en milieu urbain, mais essentiellement en milieu rural, puisqu'on cible aussi le secteur de l'agriculture, avec 50% d'hommes et 50% donc de femmes, ces jeunes auront donc l'opportunité d'être insérés. Et quand on parle de présélection, ça suppose qu'on s'est inscrit quelque part? Mais bien sûr, il y a une... Il faut s'inscrire où? Mais déjà, pour les 300 jeunes qui viennent de commencer, l'agence Emploi Jeunes a communiqué à la télé, à la radio, dans les radios de proximité, sur son site, invitant tous ces jeunes à s'inscrire. Et après ça, il y a un comité de sélection qui a été mis en place et ce comité a permis donc de prendre 300 d'entre eux. Et c'est sur quels critères? Bon, déjà, il faut être jeune. Ensuite... On est jeune jusqu'à quel âge en Côte d'Ivoire? Jusqu'à 35 ans. Même si pour nos programmes, on tire jusqu'à 40 ans. Il y avait des critères particuliers jeune adulte, pour le PAM, pour sélectionner les pays qui participent à ce programme? Écoutez, nous avons eu l'agréable surprise. Pourquoi on a retenu la Côte d'Ivoire, c'est ça? Je pense que parce que la Côte d'Ivoire a montré qu'il est l'un des pays phares aujourd'hui au niveau donc de la dynamique économique. Et puis nous avons quand même aujourd'hui, grâce aux efforts au niveau national, mais avec nos partenaires au développement, dans le secteur donc de l'insertion des jeunes, ces dernières années, nous avons aujourd'hui des dispositifs fiables et cohérents. Je peux vous dire par exemple le programme de développement des compétences des jeunes que nous faisons avec la Banque mondiale, qui est l'un des meilleurs programmes de la Banque mondiale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale, avec plus de 100% donc, dans l'atteinte donc, des résultats. Et ce programme est un dispositif que la Banque mondiale, réussit en Côte d'Ivoire, veut expérimenter dans la sous-région. Nous avons eu pour 50 milliards de francs CFA de financement sur les 2 phases. Mais pour la 3e phase du PGDEC, la Banque mondiale, vu le succès des 2 premières phases, avait décidé de passer à 60 milliards de francs CFA à partir donc de 2021. Mais la Banque vient de m'annoncer que la Banque mondiale pourrait revoir encore l'enveloppe donc, à la hausse. Donc nous avons des dispositifs qui marchent et je pense que le PAM, comme la plupart donc, des institutions internationales, fait confiance à la Côte d'Ivoire et aux dispositifs mis en place. Parfait, on va parler d'autre chose. Un domaine auquel vous n'êtes aucunement étranger. Hélas, c'est la politique. La loupe de pierre. Jingle. Alors dites-nous tout, Pierre.
On est de retour pour parler un peu de politique et la grosse actualité, c'est bien sûr les élections législatives du 6 mars 2021. Le dépôt des dossiers de candidature pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale a débuté lundi 4 janvier et va donc se terminer le 20 janvier, dans exactement 2 jours. Ira pas, c'était la question qu'on se posait par rapport à l'opposition ivoirienne. On a eu des réponses, finalement on ira, en tout cas pour les principaux partis, puisque le GPS de Guillaume Soro, lui, ne sera pas de la fête. Alors le boycott, comme ça a pu être le cas par le passé, n'est pas envisagé, parce que l'opposition s'est rendu compte qu'il faut être présent dans l'hémicycle pour espérer faire bouger les lignes. On ouvre les guillemets, citation. C'est donc un défi important, les élections législatives. Si nous ne sommes pas présents à l'Assemblée nationale, cela donnera l'occasion à l'exécutif de bien s'asseoir. Ils sont là parce qu'ils contrôlent l'exécutif. Il ne faut pas renforcer leur force. Il faut donc qu'on se lance dans ce combat. C'est signé Afi N'Guessan, #out of prison, #cheveux blancs, #sagesse politique retrouvée. Donc s'ils ont bien l'intention d'y aller, les membres de l'opposition trouvent que le délai est trop court. Il faut s'organiser pour présenter des fronts unis ou des tickets communs pour espérer renverser un RHDP qui a eu le temps de bien s'installer depuis 2010, monsieur le ministre, n'est-ce pas ? Mais la grosse difficulté, c'est d'avoir des femmes à ces postes d'élus. Vous savez qu'une nouvelle disposition légale exige que 30% des candidats présentés par les partis ivoiriens soient des femmes. Il s'agit d'un projet de loi relatif à la représentation de la femme dans les assemblées élues, adopté le 16 juillet 2019. Pour chiffrer et se rendre compte un peu de la sous-représentation des femmes en politique, et plus particulièrement à l'Assemblée, sur 256 sièges, 30 sont occupés par des femmes. Ce n'est même pas 12%. Alors, mesdames, la patrie vous appelle. Alors, monsieur le ministre, puisqu'on vous a sous la main et que vous côtoyez la jeunesse, est-ce que vous avez le sentiment que les femmes de cette jeunesse ont un attrait pour la question politique ? Oui, même s'il y a beaucoup de pesanteurs, la question a été analysée avec d'autres collègues. Vous avez des femmes qui veulent s'engager, mais il reste encore beaucoup de pesanteurs au niveau social. Vous avez des femmes dont les maris n'acceptent pas forcément qu'elles jouent le premier rôle en politique. C'est une réalité dont il faut tenir compte. Vous avez des appareils politiques qui ne favorisent pas forcément l'émergence des femmes à des postes de responsabilité. C'est une réalité. Et c'est toutes ces réalités que la loi a voulu régler en imposant aux partis politiques le quota de 30% des femmes pour les élections. Bon, nous, au nom des RHDP, en tout cas, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour respecter la loi. C'est un vœu pieux pour l'instant, les 30%. On en est très loin, visiblement. En tout cas, si vous prenez l'hémicycle aujourd'hui, même les élus du conseil régional, oui, vous avez raison. Mais pour les élections à venir, je peux vous dire qu'on sera autour des 30% des femmes. Marquons une autre pause. On se retrouve dans quelques instants. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Vous parlez de choses qui vous intéressent. Et quand on parle d'emploi, ça intéresse forcément tout le monde, de quelque âge qu'il s'agisse. Ce soir, on est avec le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, qui répond à nos questions, à nos préoccupations, à nos inquiétudes, on peut le dire ainsi. Est-ce qu'on peut parler de taux de chômage ? Quel est le chiffre officiel en Côte d'Ivoire ? Beaucoup de polémiques autour de cette affaire. Le chiffre, il est bas. Si vous prenez le dernier rapport de l'UEMOA, nous sommes à 3,6. Quand vous prenez l'OIT et le BIT, nous sommes à 2,6. Mais ce que nous disons, c'est que ce chiffre qui est mesuré à partir des standards mondiaux... C'est-à-dire des gens qui ont déjà travaillé et qui n'ont pas eu l'emploi ou qui sont en âge de travail et qui ne travaillent pas. Donc un chômeur, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, mais qui est en situation de pouvoir travailler et qui est à la recherche d'un emploi. Donc les 3 définitions. Donc si vous ne travaillez pas et que vous êtes apte à travailler, mais que vous ne cherchez pas d'emploi, vous n'êtes pas un chômeur. Absolument. Donc c'est pour ça qu'il faut relativiser ce chiffre. Et donc il faut s'inscrire. Oui, il faut se faire connaître. Il faut se faire connaître. Voilà. Et déjà, nous avons au sein de l'Agence Emploi Jeunes
une structure donc, qui s'occupe donc, des chômeurs, notamment des allocations chômage, etc. C'est pour ça que nous, au niveau donc, du gouvernement ivoirien, nous allons au-delà des critères BIT, nous allons au niveau même de la précarité de l'emploi. Donc tous ces jeunes qui font des petits métiers, qui vivotent, et qui subviennent à leurs besoins difficilement. Lorsque vous prenez donc, ces emplois qui pour la plupart sont dans l'informel, donc le taux de chômage réel plus le sous-emploi donc des jeunes, etc., vous retrouvez à près de 25%. Voilà, 25-26%. Voilà, donc c'est une réalité que nous voulons englobant pour mieux traiter donc, la question. Beaucoup de jeunes sont dans le secteur informel. Aujourd'hui, nous avons des réformes pour aider donc, ces jeunes à sortir de l'informel et aller donc, vers le formel. Quand vous prenez l'annexe fiscale de cette année, nous avons donné un contenu au statut donc, du jeune entrepreneur, de l'entrepreneur, avec une taxation de 2% annuel sur son chiffre d'affaires. Tout ça pour permettre à beaucoup d'entreprises jeunes, à beaucoup de jeunes qui veulent faire des entreprises, de le faire, mais surtout de sortir donc, de l'informel. Elle est de combien cette allocation chômage? C'est ce que je voulais demander. Ça dépend donc de la situation du travailleur qui est au chômage. Ça dépend de son niveau donc, de revenu. Ça dépend donc de son ancienneté, etc. Et comment faire? Faut qu'il s'inscrive et il a le droit pendant combien? Il a justement combien de temps est-ce qu'il peut avoir accès à cette allocation chômage? Alors nous sommes en train donc, de faire donc, des réformes actuellement donc, sur la question parce que l'enveloppe qui est allouée aujourd'hui à l'allocation chômage n'est pas élevé et très peu de travailleurs, très peu de personnes. Parce que pour être chômeur, en tout cas pour être éligible à l'allocation chômage, il faut avoir été travailleur et avoir donc basculé donc dans le chômage. Or, ce dont on parle aujourd'hui, c'est même ces jeunes diplômés qui peut-être n'ont même pas eu l'opportunité d'un premier stage, même d'un stage parfois. Et qui, eux, donc, après leur formation, recherchent un emploi, sont disponibles donc, pour le marché donc, du travail, mais qui n'ont pas de travail. Donc, ils rentrent donc, dans la définition donc, des chômeurs. Premier emploi pour lequel on demande souvent de l'expérience professionnelle. Hein. C'est clair. Oui, absolument, et c'est pas évident. Combien de personnes aujourd'hui bénéficient de cette allocation? Nous sommes à un peu plus d'une centaine de personnes actuellement. Et il faut s'inscrire donc sur le site agence... Oui, il faut se faire connaître donc, auprès donc, de l'agence Emploi Jeune. D'accord. Jusqu'à quel point la pandémie de la Covid a affecté le secteur de l'emploi et singulièrement la situation des jeunes travailleurs? Alors, la situation est vraiment très contrastée. Vous avez tous suivi donc, l'impact, là, que ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. La Covid a eu un impact sur l'activité économique, notamment les entreprises, les PME, etc. L'effet a été atténué, je vous en donnerai les résultats, parce que le gouvernement, très tôt, donc, a mis en place un dispositif, un plan, donc, dont le montant global est de 1 700 milliards de francs CFA, avec des appuis ciblés pour les grandes entreprises, pour les PME et surtout pour les acteurs du secteur informel. Je peux vous dire que la gestion opérationnelle des appuis pour le secteur informel est faite par mon ministère, donc à travers l'agence Emploi Jeune. J'ai les derniers chiffres donc, sur l'emploi dans notre pays. Nous avons eu plus de peur que de mal. Et là, grâce aux mesures prises par le gouvernement, en 2019, le secteur formel en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que le secteur privé et l'administration, c'est 94 000 emplois qui ont été créés. Les derniers chiffres pour 2020 font ressortir près de 118 000 emplois qui ont été créés. Donc il y a eu plus de création d'emplois en 2020 qu'en 2019. Et ça, parce que le gouvernement a su prendre les mesures nécessaires pour permettre donc, la continuité donc, de l'activité économique donc, de ces entreprises. Et avec toutes ces mesures d'accompagnement, beaucoup d'entreprises ont pu maintenir en situation de travail donc, des agents et beaucoup de personnes dans le secteur informel ont pu avoir le soutien de l'État. Je peux vous donner les chiffres puisque c'est mon département qui gère à travers donc, l'agence Emploi Jeune. C'est 77 000 acteurs du secteur informel dans notre pays qui ont pu bénéficier de près de 19 milliards de francs CFA. Alors, c'est une petite tradition dans cette émission. On va vous laisser conclure. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Ivoiriens
en 2 minutes. Les défis restent nombreux, et surtout sur la thématique de l'insertion des jeunes. C'est une problématique qui est constante, non seulement pour l'Afrique, mais quand vous suivez les débats même ailleurs, partout, il y a le débat sur l'insertion des jeunes, l'emploi des jeunes, la formation des jeunes, etc. Et quand vous avez une population en âge de travailler, donc qui est entre 16 et 35 ans, qui avoisine les 11 millions de personnes, vous comprenez que le défi reste entier, même si pour la décennie passée, c'est 3 millions d'emplois qui ont été créés à peu près, dont 1,8 pour les jeunes. Mais ça reste largement en deçà donc, des objectifs. C'est pour ça que je peux le dire, en guise de conclusion, qu'il faut garder espoir, il faut faire confiance au gouvernement. La dynamique qui a été amorcée depuis 10 ans va se poursuivre. Je ne dis pas que nous ferons des miracles. Je ne dis pas que d'ici demain, tous les jeunes Ivoiriens vont trouver donc du travail, etc. Mais ce que je peux le dire, c'est que le gouvernement a la tâche, sous le leadership du président Alassane Ouattara et du premier ministre Ahmed Bakayoko, de faire en sorte que toutes ces réformes qui sont entreprises au niveau de l'éducation, de la formation, puissent s'accélérer. Parce qu'il faut régler le problème de l'insertion à la base. Et ensuite, les dispositifs d'insertion vont se poursuivre, vont se démultiplier. Pour l'année 2021, nous allons passer à échelle avec plus de 200 000 opportunités pour les jeunes. Mais l'idée est que dans les 5 prochaines années, ce soit 5 millions d'opportunités pour les jeunes. Ça veut dire aussi que nos jeunes doivent changer de mentalité. Nous avons une jeunesse qui est dynamique. La fonction publique n'est pas la solution. L'entrepreneuriat est une opportunité. Il faut qu'ils acceptent aussi de se former, même dans des domaines pour lesquels ils n'avaient pas une option dès le départ, mais qui peuvent leur permettre donc d'améliorer leur employabilité. Si tout cela, si toutes ces conditions sont réunies, comme le chef de l'État, nous pouvons avoir foi en notre pays. Les institutions internationales nous accompagnent aujourd'hui. Tous ces milliards qui sont mis dans les dispositifs d'insertion dans notre pays, par la BAD, par la Banque mondiale, par l'AFD, c'est parce que nous avons un dispositif qui a été éprouvé et qui montre son efficacité. Pour le reste, le gouvernement mobilise les opportunités. Il leur revient donc de jouer sur leur partition en se mobilisant pour aller non seulement à l'information, mais pour aller saisir les opportunités du gouvernement. Mamadou Touré, vous restez encore avec nous. On va parler musique juste après la pub. Non, on ne vous demandera pas de chanter, rassurez-vous. Quoique, on verra bien. On marque une pause, c'est la toute dernière. On se retrouve dans quelques instants. Toujours très bien de nous rejoindre pour le tout dernier virage de cette télé d'ici consacrée à la situation des jeunes, à l'emploi des jeunes, avec pour invité spécial, exceptionnel, le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Mamadou Touré, l'INSEE. On parle kiff du jour. Oui, vous aviez une petite préoccupation juste avant. Juste avant, parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat, on parle du milieu rural. Est-ce qu'il existe justement des incubateurs d'entreprises à l'intérieur du pays? Oui, nous avons surtout, où ça surtout avec, dans le cas du PGDEC, à Yamsokro, à Daloa, donc dans le Haut-Sassandra, même à Bongouanou, chez Afinguessan, puisque en tant que président du conseil régional, nous avons travaillé avec donc, sa région. Et donc à l'intérieur du pays, nous avons mis en place un dispositif d'entrepreneuriat en milieu rural, qui s'adresse vraiment à des jeunes en milieu rural, qui bénéficient de formation et de financement pour leurs projets. Très bien, on va parler de musique. Tout à fait. Le kiff du jour de l'INSEE, jingle. Et on part au Nigeria avec le tout nouveau morceau de Wizkid, de Ginger en featuring avec Burna Boy. On regarde. Le clip rend hommage au Nigeria avec des superbes images. À la réalisation, on va retrouver Meji Alabi. Il a réalisé pas mal de clips de Burna Boy ou encore de Davido. La production a misé sur des tons terreux, purs, simples. On retrouve du nude aussi, avec c'est très minimaliste. Et puis, il y a pas mal de clins d'œil aussi à notre culture, comme par exemple la Wale qu'on peut retrouver. Voilà, juste ici. Wizkid s'est inspiré aussi du clip de Drake, Hotline Bling, notamment avec sa petite doudoune orange, comme on peut le voir. Le clip est sorti en début de semaine dernière et il comptabilise plus de 3 millions de vues sur YouTube. Merci l'INSEE pour cet update musical. Le kiff du jour, donc, à retrouver tous les jours avec l'INSEE. Vous serez candidat aux législatives ?
Oui, à ma réélection à Daloa. La réélection, d'accord. Mamadou Touré, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci beaucoup. Merci à l'INSEE, merci à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier les élèves de l'Institut supérieur technique Saint-Jacques de Cocody qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. On va clore tout ceci en musique comme il est de coutume, en tout cas dans la plupart des cas avec la formation maison. C'est la T-Band amenée par Daphné, Andy, Kevin, Vivien, Geoffroy et Enoch qui nous reprennent ce soir 2 titres gravés de façon indélébile dans les archives de la musique d'ici et d'ailleurs. Ils nous reprennent Eye Adaba de Asha et Plus rien ne m'étonne de Tikenja Fakoli. On se retrouve demain. D'ici là, take care, la T-Band, right now. Est-ce qu'on peut se tenir debout tout le monde? Ah.
m'étonne, plus rien ne m'étonne, qu'ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je te donne le Kurdistan. Ah, ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa. Oh yo yo, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses les gisements, je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, je t'aide à mettre le général dehors. Ah, ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne. Yeah man, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa. Oh, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Yeah, yeah. Let's go. Ils ont partagé Africa sans même nous consulter. Il s'étonne que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire mandingue se trouve dans l'Empire du Wolof. Une partie de l'Empire Wolof se trouve chez les Mossi. Une partie de l'Empire Soussou se trouve chez les Mandingues. Une partie de l'Empire Mossi se trouve chez le Ghana. Ils ont partagé Africa sans me consulter, sans nous consulter. Yeah. Oh. Plus rien ne m'étonne. Non, 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 qu'ils ont partagé Africa. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne, plus rien. Est-ce qu'on est prêt ce soir? Ah, let's go. Hey, on est prêt ici. Oh yo, oh yo, oh yo, oh yo. Là-bas, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Oh yo, oh yo, oh yo. Est-ce qu'on peut le faire tous ensemble? Hey, hey, oh yo, oh yo, oh yo, oh yo. Ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Partagez Africa, partagez le monde. Yo yo, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Pour partager Africa, partagez le monde. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Merci beaucoup. La T-Band, merci de l'applaudir. Good job.